Un PDG millionnaire et solitaire pleurait sur la tombe de sa femme, jusqu'à ce que deux petites filles apparaissent et prononcent 3 mots. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le 43e étage de la tour Morgan Technology vibrait d'une énergie que seuls des milliards de dollars pouvaient générer. Richard Morgan était assis en bout de la table de conférence en acajou, ses yeux gris acier parcourant les rapports trimestriels tandis que 12 cadres attendaient son verdict sur leur dernière proposition d'acquisition. L'affaire Hartwell, la voix de Richard trancha le silence comme une lame. 67 millions. Réglez ça d'ici vendredi. Aucune émotion, aucune hésitation, juste une précision froide et calculée qui avait transformé son empire d'une start-up de garage en un géant de la technologie valant 14 milliards de dollars. À 45 ans, Richard Morgan était le genre d'homme qui empêchait les PDG du Fortune 500 de dormir, capable de faire basculer des marchés entiers d'une seule décision. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Le souvenir le frappa sans crier gare, comme souvent. Catherine, riant dans leur minuscule premier appartement, une fleur dans ses cheveux au burn alors qu'elle essayait de lui préparer un gâteau d'anniversaire. « Tu sais, Richard, » avait-elle dit, ses yeux verts pétillants de malice, « le succès ne se mesure pas à la taille de ton compte en banque. Il se mesure au nombre de cœurs que tu touches en chemin. » Il lui avait ôté la farine du bout du nez d'un baiser et avait promis de ne jamais l'oublier. C'était il y a 18 ans, quand l'amour semblait infini et que l'avenir s'étendait devant eux comme un jour d'été sans fin. Sir Marcus Webb, son directeur financier, le fixait avec attente. La fusion Henderson. Richard revint au présent, son expression se durcissant à nouveau. Approuvé. Point suivant. La réunion se poursuivit pendant encore 1 heure. Chaque décision valait des millions, chaque choix affectait des milliers de vies. Richard naviguait à travers tout cela avec l'investissement émotionnel d'un maître d'échecs déplaçant ses pièces sur l'échiquier. Quand les cadres sortirent enfin, il se retrouva seul dans son bureau aux parois de verre, 53 étages au-dessus des rues animées du centre-ville de Chicago. Son téléphone vibra. Ligne personnelle. Seules 3 personnes avaient ce numéro, et 2 d'entre elles étaient ses parents. Monsieur Morgan ? La voix était inconnue, hésitante. Ici le docteur Elizabeth est de l'hôpital général de Chicago. Je dois vous parler de votre femme, Catherine Morgan. Le temps s'arrêta. La ville en contrebas sembla se figer. Le bourdonnement de l'immeuble s'évanouit dans le silence. La main de Richard serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Il y a eu un accident, monsieur. Une collision sur l'Akessor Drive. Votre femme a été transportée d'urgence en chirurgie. Mais, la voix du médecin devint douce, prudente. Je suis désolé, monsieur Morgan. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Le téléphone glissa de la main de Richard, cliquetant sur le sol en marbre. À travers les baies vitrées, Chicago continuait son rythme implacable. Les voitures se déplaçaient comme des cellules sanguines dans des rues artérielles. Les gens se dépêchaient, absorbés par leurs petites urgences. Mais dans ce bureau, à cet instant, le monde de Richard Morgan s'était tout simplement arrêté. Catherine était partie. La femme qu'il avait ancrée quand le succès menaçait de consumer son âme, la photographe qui voyait la beauté dans les choses brisées et qui l'avait convaincu que la vulnérabilité était une force, pas une faiblesse. La seule personne qui pouvait le faire rire aux éclats et pleurer devant de vieux films sans honte. Partie. Quand son assistante frappa à la porte 1 heure plus tard, elle trouva Richard debout près de la fenêtre, fixant le vide. Son visage était un masque de marbre, ne montrant rien de l'ouragan qui détruisait tout en lui. « Annulez la réunion du conseil, dit-il calmement. Je dois aller à l'hôpital. » Ce qui se passa ensuite devint une légende dans le monde de l'entreprise. Richard Morgan, l'homme qui n'avait jamais manqué un jour de travail en 15 ans, qui avait conclu des affaires depuis son lit d'hôpital avec une pneumonie, qui avait pris des appels professionnels pendant les funérailles de son propre père. Cet homme disparut pendant exactement 24 heures. Il revint le lendemain des funérailles de Catherine, portant le même costume gris, le même porte-document en cuir, marchant avec la même démarche déterminée. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Là où il y avait eu une ambition calculée, tempérée par la douce influence de Catherine, il n'y avait plus qu'une efficacité froide et mécanique. « Bonjour, monsieur Morgan », s'aventura prudemment son assistante. Il ne répondit pas. Il entra simplement dans son bureau, ferma la porte et commença le processus d'ensevelissement de son chagrin sous une avalanche de travail et de succès. Car s'il arrêtait de bouger, d'avancer, de conquérir, de construire son empire toujours plus haut,
il risquait de devoir sentir le trou béant là où se trouvait autrefois son cœur. Et Richard Morgan ne pouvait plus se permettre d'être humain. 12 mois. 365 jours. 8760 heures depuis que la voix de Catherine avait empli leur maison de rire et de vie. Richard Morgan les avait tous comptés. Le manoir de la Kessor se dressait comme un monument au vide. 23 pièces, chacune parfaitement entretenue par son personnel de maison, chacune résonnant de souvenirs qu'il refusait de reconnaître. Le piano à queue sur lequel Catherine jouait les dimanches matins restait silencieux, sa surface d'ébène ne reflétant que des grains de poussière dansant dans la lumière tamisée. « Monsieur Morgan, votre dîner est prêt », annonça doucement Maria, sa gouvernante, depuis le seuil de son bureau. Il ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. « Laissez-le sur le comptoir. » C'était la même conversation qu'ils avaient chaque soir depuis un an. Maria préparait des repas que Richard touchait à peine, se concentrant plutôt sur les projections trimestrielles et les rapports d'acquisition jusqu'à ce que l'épuisement l'entraîne enfin au lit à 2 heures du matin. Le monde des affaires chuchotait sur sa transformation. Le Richard Morgan d'aujourd'hui faisait paraître sa réputation précédente douce. Il avait fermé 3 entreprises, déplacé des milliers de travailleurs et accumulé 2 milliards de dollars d'actifs supplémentaires avec le détachement émotionnel d'un prédateur. Les réunions du conseil se terminaient avec des cadres qui partaient le visage pâle et secoué. Mais le succès avait un goût de cendre dans sa bouche. Le 15 mars, l'anniversaire de sa mort, le frappa comme un coup de poing. Richard annula toutes ses réunions, congédia son équipe de sécurité et renvoya son chauffeur. Pour la première fois en un an, il allait être vraiment seul. Le trajet jusqu'au cimetière de Graceland dura 37 minutes sous la bruine grise de l'après-midi de Chicago. Les mains de Richard tremblaient légèrement alors qu'il se garait près des grilles en fer forgé familières. Il n'était venu ici qu'une seule fois depuis les funérailles, le jour où ils avaient installé la pierre tombale. Catherine Marie Morgan, épouse bien-aimée. Elle voyait la beauté dans les choses brisées. Les mots qu'il avait choisis semblaient inadéquats maintenant, debout devant le marbre poli qui marquait l'endroit où son cœur était enterré. Des roses roses, ses préférées, reposaient fraîches à côté de la pierre. Il avait pris des dispositions pour qu'elles soient livrées chaque semaine, bien qu'il n'ait jamais assisté à leur dépôt. « Salut, mon cœur », murmura-t-il, sa voix se brisant sur ce mot tendre qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis 365 jours. Le cimetière était vide, à l'exception d'un employé d'entretien aux lois. Pas de photographe, pas de membre du conseil, personne pour assister à l'effondrement final de la façade soigneusement construite de Richard Morgan. « Je ne sais pas comment faire sans toi, Catherine. » Les mots sortirent d'un trait, désespérés et brisés. « Je ne sais pas comment être humain sans que tu me montres le chemin. » Ses genoux fléchirent et il s'affaissa sur l'herbe humide, oubliant son costume coûteux. Pour la première fois depuis ce terrible appel téléphonique, Richard Morgan pleura. Pas les larmes contrôlées d'une personnalité publique, mais les sanglots bruts et dévastateurs d'un homme qui avait perdu son ancre dans la tempête. « Tout le monde pense que je suis plus fort maintenant », alta-t-il entre 2 sanglots. « Mais je suis en train de disparaître, Catherine. Chaque jour, je deviens un peu moins l'homme que tu aimais. Je ne sais pas comment arrêter ça. » La pluie commença à tomber plus fort, se mêlant à ses larmes, emportant une année d'engourdissement accumulé. À cet instant, entouré de silence et de souvenirs, Richard réalisa qu'il se noyait, non pas dans l'eau, mais dans sa propre incapacité à ressentir autre chose que la perte. Il resta jusqu'à la tombée de la nuit, parlant à la pierre de marbre comme si Catherine pouvait l'entendre, comme si, d'une manière ou d'une autre, ces mots pouvaient combler la distance impossible entre la vie et la mort. Quand il se leva enfin pour partir, les jambes chancelantes et le cœur à vif, Richard ne savait pas que le lendemain apporterait la première lueur dans sa nuit sans fin. Il ne savait pas que parfois, le salut vient dans les plus petits emballages, avec les cœurs les plus doux, quand on s'y attend le moins et qu'on en a le plus désespérément besoin. 3 mots. Richard essuya ses yeux du revers de la main, embarrassé par sa crise de larmes même si personne n'en avait été témoin. La pluie avait traversé son manteau de laine, mais il se sentait étrangement plus léger, comme si la présence de Catherine avait en quelque sorte absorbé une partie de son chagrin écrasant. Il se retournait pour partir quand il les entendit. Des pas feutrés sur l'herbe mouillée, des chuchotements étouffés portés par la brise du soir. « Mamie Rose aurait aimé celle-ci », dit une petite voix avec sérieux. Richard se tourna pour voir 2 filles identiques, peut-être âgées de 7 ans, s'approchant d'une tombe 3 rangées plus loin. Elles portaient chacune de petits bouquets de fleurs sauvages, pissenlits, trèfles et minuscules marguerites qui semblaient avoir été cueillies au bord d'une route.
Leurs boucles sombres étaient humides de pluie et elles portaient des imperméables jaunes assortis qui paraissaient trop grands pour leur petite silhouette. Maman dit que Mamie Rose nous regarde depuis le ciel, murmura l'autre jumelle en déposant délicatement ses fleurs sur la pierre tombale usée par le temps. Tu crois qu'elle peut les voir? Je pense qu'elle voit tout, répondit sa sœur avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent. Richard aurait dû partir, aurait dû s'éloigner et les laisser vivre leurs moments privés avec leur grand-mère, mais quelque chose le maintint figé sur place, observant ces deux petites filles gérer leur deuil avec une si douce acceptation. Puis, l'une d'elles le remarqua. Ce monsieur a l'air triste, chuchota-t-elle à sa sœur, montrant Richard avec la franchise désinhibée de l'enfance. L'autre jumelle l'étudia de ses yeux bruns sérieux. Vraiment, vraiment triste. Elles échangèrent un regard qui semblait communiquer des volumes, comme le font souvent les jumeaux. Puis, avec une détermination qui prit Richard complètement par surprise, elles marchèrent vers lui. « Vous visitez quelqu'un que vous aimez » demanda la première jumelle, s'arrêtant à une distance respectueuse. La gorge de Richard se serra. « Oui, ma femme. Nous, on visite notre mamie » expliqua la seconde jumelle. « Elle est morte à Noël dernier, mais maman dit que l'amour ne meurt pas, même quand les gens meurent. » C'est très sage, parvint à dire Richard. Les filles se regardèrent à nouveau, ayant une de leurs conversations silencieuses. Puis la première jumelle fit un petit pas en avant. « On dirait que vous avez besoin d'un câlin, dit-elle simplement. » Le souffle de Richard se coupa. Quand quelqu'un lui avait-il offert du réconfort pour la dernière fois sans vouloir quelque chose en retour? Quand quelqu'un l'avait-il regardé et vu de la douleur au lieu du pouvoir? « On peut vous faire un câlin » demanda la seconde jumelle, sa voix douce mais assurée. 3 mots. Des mots si simples, mais ils frappèrent Richard comme une révélation, comme le premier rayon de soleil chaud après un hiver sans fin. Il s'agenouilla lentement, oubliant son costume coûteux, et ouvrit les bras. Les deux petites filles s'avancèrent sans hésitation, enroulant leurs petits bras autour de ses épaules. Elles sentaient la pluie et l'innocence de l'enfance, l'espoir et la guérison. Pendant un instant qui parut une éternité, Richard se laissa réconforter par deux étrangères qui avaient vu sa douleur et choisi la compassion. Les larmes revinrent, mais celles-ci étaient différentes. Plus pures, en quelque sorte, mêlées à quelque chose dont il avait oublié l'existence, la gratitude. Les filles. Olivia. Zoé. Une voix de femme appela depuis le parking, teintée d'une légère panique. Les jumelles reculèrent, souriant à Richard avec l'expression satisfaite d'enfant qui avait accompli quelque chose d'important. « On doit y aller, » dit l'une. « Mais je suis contente qu'on vous ait rencontré. » « Moi aussi, » murmura Richard, la voix étranglée par l'émotion. Elles repartirent en sautillant vers leur mère, laissant Richard agenouillé sur l'herbe mouillée, quelque chose de fondamental changeant à l'intérieur de sa poitrine. Pour la première fois en un an, le poids écrasant de la solitude s'était soulevé juste assez pour qu'il puisse respirer. En les regardant disparaître dans le soir, Richard réalisa qu'il ne connaissait même pas leur nom de famille. Mais il allait le découvrir. Richard rentra chez lui dans un état second, les visages innocents des jumelles gravés dans sa mémoire. Pour la première fois depuis un an, il avait ressenti autre chose qu'un vide écrasant. Une lueur de chaleur. Un moment où son cœur s'était souvenu comment battre pour autre chose que la simple survie. Cette nuit-là, il ne put dormir. Debout dans son bureau, fixant les lumières de la ville, il rejouait ces 3 mots simples. « On peut vous faire un câlin » Quand quelqu'un avait-il demandé la permission de lui montrer de la gentillesse? Quand quelqu'un avait-il regardé au-delà de sa richesse et de son pouvoir pour voir juste un homme brisé qui avait besoin de réconfort? Le matin venu, Richard avait pris une décision qui aurait choqué son conseil d'administration. Il allait retrouver ses filles. Monsieur Morgan? Son assistante personnelle, Jennifer, parut surprise quand il la convoqua dans son bureau à 7 heures du matin. « Comment puis-je vous aider? J'ai besoin que vous contactiez notre firme de sécurité. Discrètement. Je cherche 2 filles, des jumelles, d'environ 7 ans. Elles étaient au cimetière de Graceland hier soir vers 18 heures, visitant quelqu'un du nom de Rose. » Les sourcils de Jennifer se haussèrent légèrement, mais elle travaillait pour Richard depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne fallait pas poser de questions. D'autres détails? Des boucles sombres, des imperméables jaunes. Leur mère les attendait sur le parking. Richard fit une pause, se sentant étrangement vulnérable. C'est personnel, Jennifer. Confidentialité absolue. En 48 heures, ses enquêteurs avaient la réponse. Olivia et Zoé Wilson, 7 ans, élèves à l'école primaire Lincoln.
Leur mère était Sarah Wilson, 29 ans, professeure de musique dans la même école. Le père des filles, David Wilson, avait été tué en Afghanistan 4 ans plus tôt. Elle vivait dans un modeste duplex sur Maple Street, joignant à peine les deux bouts avec un salaire d'enseignante. Sarah Wilson. Richard se retrouva à étudier la photographie que ses enquêteurs avaient fournie. Elle avait les mêmes yeux doux que ses filles, les mêmes boucles sombres. Mais il y avait autre chose, une force tranquille qui lui rappelait en quelque sorte Catherine, bien qu'elle ne se ressemble en rien. Le rapport dépeignait une femme luttant avec grâce. Sarah enseignait la musique à des élèves de primaire tout en donnant des cours de piano privés le soir pour joindre les deux bouts. Elle était bénévole au centre communautaire, organisait des collectes de fonds pour les familles de militaires et réussissait d'une manière ou d'une autre à élever 2 filles qui avaient la compassion de réconforter un étranger dans un cimetière. Richard se surprit à passer en voiture devant l'école primaire Lincoln pendant les pauses déjeuner, se garant de l'autre côté de la rue d'où il pouvait observer la cour de récréation. Il se sentait mal à l'aise, comme s'il les épiait, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il y avait quelque chose dans cette famille, quelque chose dans la paix qu'il avait ressentie dans ce bref instant, qu'il avait désespérément besoin de comprendre. Jeudi après-midi, il les vit. Les jumelles jouaient sur les balançoires tandis que Sarah supervisait depuis un banc, corrigeant des copies. Même de loin, Richard pouvait voir ses conversations animées avec d'autres enfants. La façon dont elle réglait un différend avec des mots doux. Comment elle tendait automatiquement la main pour lasser un lacet défait ou essuyer un genou écorché. Catherine aurait été comme ça avec des enfants, réalisa-t-il. Ils avaient parlé d'avoir des enfants un jour, quand l'entreprise serait plus stable, quand ils auraient plus de temps. Ce jour n'était jamais venu. Monsieur ? La voix de son chauffeur le ramena brusquement à la réalité. Devons-nous retourner au bureau ? Richard regarda de l'autre côté de la rue, vers Sarah Wilson, la voyant aider Olivia et Zoé à ramasser leur sac à dos à la fin de la journée d'école. Cette femme avait quelque chose qu'il avait perdu. La capacité de trouver de la joie dans les moments simples, de donner de l'amour librement, sans calcul ni attente. Il devait comprendre comment elle faisait. Plus que ça, il devait remercier ses petites filles comme il se doit pour lui avoir offert le premier moment de paix qu'il avait ressenti depuis la mort de Catherine. Mais comment aborder une mère célibataire en difficulté et lui expliquer que ses filles avaient sauvé votre âme dans un cimetière sans avoir l'air complètement fou ? 3 jours d'observation à distance avaient donné à Richard tout le temps de répéter son approche. Mais quand le moment arriva enfin, chaque mot soigneusement planifié s'évapora de son esprit. Sarah Wilson était assise sur un banc de parc tandis qu'Olivia et Zoé jouaient sur l'aire de jeu voisine, leur rire porté par la brise de l'après-midi. Richard les avait suivis ici après l'école, son cœur battant comme celui d'un adolescent rassemblant son courage pour inviter quelqu'un au bal de fin d'année. « Excusez-moi » dit-il en s'approchant lentement pour ne pas l'effrayer. « Madame Wilson ?» Sarah leva les yeux du livre qu'elle lisait, ses yeux bruns immédiatement méfiants. Un étranger bien habillé connaissant son nom rendrait n'importe quelle mère célibataire nerveuse. « Je suis désolé, on se connaît ?» La bouche de Richard devint sèche. Comment expliquer quelque chose comme ça sans passer pour un parfait illuminé ? « Je m'appelle Richard Morgan. Ça va vous paraître étrange, mais j'ai rencontré vos filles il y a 3 jours au cimetière de Graceland. » La reconnaissance poignit dans les yeux de Sarah, suivie par la compréhension. « Vous êtes l'homme du cimetière. L'homme triste. Elles vous ont parlé de moi ?» La posture de Sarah se détendit légèrement, bien qu'elle reste prudente. Elles sont rentrées en parlant de l'homme triste qui rendait visite à sa femme. Elle s'inquiétait pour vous. Elle fit une pause, étudiant son visage. Olivia m'a demandé si on pouvait mourir de tristesse. Cette simple déclaration frappa Richard comme un coup. Ses petites filles s'étaient inquiétées pour lui, un parfait inconnu, au point de rentrer chez elles et de s'inquiéter pour son bien-être. « Je voulais les remercier » dit Richard, la voix rauque d'émotion. « Ce qu'elles ont fait. Je ne peux pas l'expliquer correctement, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Elles ont le cœur de leur grand-mère, dit doucement Sarah. Rose disait toujours que la gentillesse était le cadeau le plus important que nous puissions offrir. Votre belle-mère ? La mère de David. Elle a aidé à élever les filles pendant que je travaillais. Quand nous l'avons perdue à Noël dernier, la voix de Sarah s'éteignit, mais elle n'eut pas besoin de finir. Richard comprenait le poids de la perte cumulée. « Je suis désolé pour vos pertes », dit-il, et il le pensait d'une manière dont il n'avait jamais présenté de condoléances auparavant. « Merci », Sarah ferma son livre, lui accordant toute son attention. « Les filles seront ravies de savoir que vous allez bien. »
Elle demande de vos nouvelles tous les jours. Richard sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Vraiment? Olivia voulait retourner au cimetière pour voir comment vous alliez. J'ai dû lui expliquer qu'on ne pouvait pas simplement débarquer dans le moment privé de quelqu'un d'autre. Sarah sourit, et Richard vit d'où les jumelles tiraient leur chaleur. Mais elle m'a fait promettre de prier pour l'homme triste et sa femme. Les larmes vinrent sans prévenir. Pas les sanglots dévastateurs du cimetière, mais de silencieuses larmes de gratitude et de quelque chose qu'il avait presque oublié, le sentiment d'être pris en charge par quelqu'un qui ne voulait rien de lui. « Je suis désolé », dit-il en s'essuyant les yeux. « Ça a été une année difficile. Ne vous excusez pas. Le deuil ne suit le calendrier de personne. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les jumelles jouer. Richard se mit à parler de Catherine. Pas la version aseptisée qu'il donnait lors des réunions du conseil quand les gens offraient leurs condoléances, mais la vraie Catherine, celle qui volait les couvertures, brûlait les crêpes et le faisait rire aux éclats. Elle avait l'air merveilleuse, dit Sarah quand il eut fini. Elle l'était. Elle aurait adoré vos filles. Sarah sourit. Elle participe au concert de l'école la semaine prochaine. Rien de bien extraordinaire, juste des chansons qu'elles ont répétées, mais elles sont si excitées. Elle hésita, puis sembla prendre une décision. Voudriez-vous venir? Je pense qu'elle serait heureuse de vous y voir. Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis plus d'un an, l'anticipation d'un moment futur. J'aimerais beaucoup. L'auditorium de l'école primaire Lincoln bourdonnait du bavardage excité des parents armés de smartphones et de programmes faits maison. Richard était assis au dernier rang, son costume sur mesure et ses chaussures en cuir italien le faisant détonner comme un paon au milieu de moineaux. Des mères en jeans confortables chuchotaient sur les objectifs de collecte de fonds tandis que des pères comparaient les horaires de la petite ligue. Il n'avait pas sa place ici. Monsieur Richard. La voix d'Olivia traversa la foule alors qu'elle l'apercevait depuis les coulisses. Elle fit un signe de la main enthousiaste, son visage s'illuminant de pure joie. Zoé apparut à côté de sa jumelle, les deux filles rayonnantes comme s'il était une célébrité. Plusieurs parents se tournèrent pour voir qui avait capté l'attention des jumelles Wilson. Leurs expressions curieuses et légèrement méfiantes en voyant l'étranger fortuné. Sarah apparut quelques instants plus tard, élégante dans une simple robe bleue qui coûtait probablement moins cher que la cravate de Richard. « Je suis si contente que vous soyez venu, » dit-elle en s'installant sur le siège à côté de lui. Les filles n'ont parlé que de ça. Le concert commença avec des élèves de première année chantant faux des versions de chansons pour enfants classiques. Richard se surprit à sourire sincèrement pour la première fois depuis des mois, regardant la joie débridée sur les petits visages. Quand Olivia et Zoé montèrent sur scène avec leur classe de deuxième année pour interpréter This Land is Your Land, Richard sentit sa gorge se serrer d'une émotion inattendue. Elles chantaient directement pour lui, leurs yeux brillants de savoir que quelqu'un de spécial était venu juste pour les entendre. C'était un cadeau plus précieux que n'importe quelle acquisition d'entreprise qu'il ait jamais célébrée. Après le concert, les jumelles se précipitèrent vers lui avec l'enthousiasme typique des enfants de 7 ans. « Vous nous avez entendu chanter ?» demanda Zoé en rebondissant sur la pointe des pieds. « On s'est entraîné tous les jours », ajouta Olivia. « Maman a dit que vous viendriez peut-être et on voulait être parfaite. » Richard s'agenouilla à leur niveau. « Vous étiez toutes les deux absolument merveilleuses, meilleures que n'importe quel concert auquel j'ai jamais assisté. » Le lendemain matin, le chauffeur de Richard livra 2 gros paquets à la maison des Wilson. À l'intérieur se trouvaient des claviers haut de gamme, du genre qui coûte plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Chacun était accompagné d'une note, pour 2 musiciennes très spéciales. « Merci d'avoir partagé votre don. Richard. » Son téléphone sonna 1 heure plus tard. « Monsieur Morgan, c'est Sarah Wilson. » Sa voix était douce mais ferme. « Je dois vous retourner ces claviers. » Richard se sentit confus. « Y a-t-il un problème avec eux? Je peux les échanger contre d'autres modèles. Ils sont magnifiques et incroyablement généreux, mais je ne peux pas les accepter. Je ne comprends pas. Les filles ne méritent-elles pas de bons instruments? Elles ont des instruments. Nous avons un vieux piano à la maison que ma grand-mère nous a laissé. Il n'est pas sophistiqué, mais il fait de la musique très bien. » Sarah fit une pause. « Monsieur Morgan, puis-je vous demander quelque chose? Que vouliez-vous être quand vous aviez 7 ans? » La question inattendue le prit au dépourvu. « Je crois que je voulais être astronaute. » Aviez-vous besoin d'un vrai vaisseau spatial pour rêver de l'espace? Richard commença à comprendre. Non, une boîte en carton suffisait.
Les filles n'ont pas besoin de claviers coûteux pour aimer la musique. Ce dont elles ont besoin, c'est de quelqu'un qui se présente, qui les écoute chanter, qui applaudit quand elles ont fini. Sa voix s'adoucit. Ce dont elles ont besoin, c'est ce que vous leur avez donné hier soir, votre temps et votre attention. Après avoir raccroché, Richard resta assis dans son bureau, fixant la ville. Pendant des décennies, il avait résolu tous les problèmes avec de l'argent, réparé toutes les relations avec des cadeaux coûteux. Mais Sarah lui enseignait quelque chose que Catherine avait essayé de lui montrer des années auparavant, que les choses les plus précieuses ne pouvaient pas être achetées. Ce soir-là, au lieu d'envoyer des cadeaux, Richard appela Sarah. « Serait-ce possible que je passe demain ? Peut-être que je pourrais les entendre s'entraîner sur ce vieux piano que vous avez mentionné. » Elles adoreraient ça, dit Sarah, et Richard pouvait entendre le sourire dans sa voix. Pour la première fois depuis la mort de Catherine, Richard attendait avec impatience le lendemain. Le samedi suivant, Sarah suggéra un pique-nique au Millennium Park. « Les filles adorent nourrir les canards, expliqua-t-elle, et c'est plus facile de parler pendant qu'elles sont distraites. » Richard arriva avec un simple panier de l'épicerie fine près de son bureau. Des sandwichs, des fruits et des briques de jus. Pas de caviar, pas de champagne, juste de la nourriture de pique-nique normale qui fit sourire Sarah d'approbation. Les jumelles coururent vers l'étang tandis que Richard et Sarah étendaient une couverture sur l'herbe. Pendant quelques minutes, ils regardèrent Olivia et Zoé se disputer pour savoir qui pouvait lancer les miettes de pain le plus loin, leurs éclats de rire portés par la brise printanière. « Elle me rappelle tellement leur père », dit soudainement Sarah, sa voix douce de souvenir. David avait ce même esprit de compétition. Mais il ne le laissait jamais devenir méchant. Il transformait tout en jeu. Richard sentit l'ouverture qu'elle lui offrait. « Parlez-moi de lui. » Sarah resta silencieuse un instant, observant ses filles. « Nous nous sommes rencontrés à l'université. Il étudiait l'ingénierie, j'étais dans le programme de musique. Il disait en plaisantant qu'il construisait des choses et que je les rendais belles avec le son. » Elle sourit, mais Richard pouvait voir l'ancienne douleur derrière. Il s'est engagé après le 11 septembre. Il a dit qu'il avait des compétences dont l'armée avait besoin et qu'il voulait faire la différence. Combien de temps a-t-il été déployé ? 3 missions. Afghanistan. Les filles étaient si petites quand il est parti pour la dernière fois. Olivia et Zoé avaient à peine 3 ans. Elles se souviennent à peine de lui maintenant, ce qui me brise le cœur. La voix de Sarah se cassa légèrement. David devait rentrer à la maison dans 2 semaines. Nous avions des projets, une deuxième lune de miel, peut-être essayer d'avoir un autre bébé. Puis l'aumônier s'est présenté à ma porte. Richard sentit la douleur familière de la perte soudaine. La façon dont la vie pouvait changer en un seul instant. Je suis désolé, Sarah. Ce genre de douleur, ça ne part jamais vraiment, n'est-ce pas ? Non, mais ça change. Au début, c'était ce poids écrasant qui rendait difficile de respirer. Maintenant, c'est plus comme une ombre permanente, toujours là. Mais j'ai appris à vivre avec. Elle le regarda directement. Comment avez-vous rencontré Catherine ? La question prit Richard au dépourvu. Il parlait rarement des débuts, avant que l'argent et le succès ne compliquent tout. À l'université Northwestern. J'étais en informatique, je cumulais 3 emplois pour payer mes frais de scolarité. Catherine étudiait la photographie. Elle avait ce vieil appareil photo argentique qui valait probablement plus que ma voiture. Il sourit au souvenir. Je lui suis littéralement rentré dedans en sortant de la bibliothèque. J'ai fait tomber son sac d'appareil photo, en voyant des bobines de film rouler partout. Le coup de foudre par collision, taquina doucement Sarah. Quelque chose comme ça. J'étais mortifié, je me précipitais pour ramasser ses films, m'excusant à profusion. Mais Catherine a juste ri. Elle a dit que quiconque se souciait autant de réparer une erreur valait la peine d'être connu. La voix de Richard se réchauffa de souvenirs. Elle prenait des photos de choses ordinaires. Des bouches d'incendie, des trottoirs fissurés, des gens attendant le bus. Elle voyait la beauté partout. Moi, je ne voyais que des problèmes à résoudre. Monsieur Richard. Olivia accourut, suivie de près par Zoé. Racontez-nous d'autres histoires de quand vous étiez petit. Et sur Catherine, ajouta Zoé en s'asseyant en tailleur sur la couverture. Était-elle jolie ? Richard regarda ses 2 petites filles, si désireuses d'entendre parler de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, et sentit quelque chose de profond changer en lui. Quand quelqu'un s'était-il intéressé sincèrement à ses souvenirs, pas à ses affaires ou à sa valeur nette ? C'était la plus belle femme que j'ai jamais vue, dit-il sérieusement. Mais plus que ça,
Elle faisait en sorte que tout le monde autour d'elle se sente beau aussi. Alors que l'après-midi avançait, Richard se retrouva à partager des histoires qu'il n'avait pas racontées depuis des années, tandis que Sarah ajoutait ses propres souvenirs de David. Les jumelles écoutaient avec une attention captivée, posant des questions et suppliant pour une histoire de plus. En regardant le visage de Sarah alors qu'elle parlait de son mari, en voyant avec quelle naturalité elle incluait Richard dans ce partage intime, il réalisa que quelque chose de remarquable se produisait. Leur deuil avait créé un pont entre eux. Pas de la romance, mais quelque chose de plus profond. Une compréhension sans explication, une acceptation sans jugement. Pour la première fois depuis la mort de Catherine, Richard ne se sentait pas complètement seul. Lundi matin ramena Richard à la tour familière d'acier et de verre de Morgan Technology. Mais tout semblait différent maintenant. Le 43e étage paraissait plus froid, la table de conférence en acajou plus imposante, les visages autour plus calculateurs qu'il ne s'en souvenait. L'acquisition de Brennan Industries, annonça Marcus Webb en faisant glisser un épais dossier sur la table. 67 000 employés, principalement dans la fabrication. Nous pouvons rationaliser les opérations, éliminer les redondances et augmenter nos bénéfices trimestriels de 18%. Richard parcourut les documents, ses yeux balayant des chiffres qui l'auraient excité quelques semaines auparavant. Brennan Industries, une entreprise familiale qui avait survécu à 3 récessions en prenant soin de ses travailleurs. Le genre d'endroit où les employés restaient des décennies, où les avantages comprenaient des fonds universitaires pour les enfants des travailleurs. Perte d'emploi prévue, demanda calmement Richard. Marcus n'hésita pas. Environ 45 000 postes. Nous garderons la division rentable, vendrons le reste. Propre et efficace. 45 000 personnes. Richard se surprit à penser à Sarah, peinant avec un salaire d'enseignante, travaillant des heures supplémentaires pour des cours de piano juste pour payer le loyer. À des familles comme les Wilson qui comprenaient ce que signifiait lutter. Le conseil attend votre approbation d'ici vendredi, poursuivit Marcus. Avec votre signature, nous contrôlerons 70% du secteur manufacturier du Midwest. Il y a 6 mois, Richard aurait signé sans une seconde pensée. 45 000 emplois n'étaient que des chiffres sur une feuille de calcul. Des pertes acceptables dans le jeu de la domination d'entreprise. Mais maintenant, il voyait sans cesse des visages. Olivia et Zoé demandant si les gens pouvaient mourir de tristesse. Sarah expliquant que la gentillesse était le cadeau le plus important qu'ils pouvaient offrir. Quel est le calendrier de mise en œuvre ? Demanda Richard. Les licenciements commencent immédiatement après l'acquisition. Nous annoncerons cela comme une restructuration opérationnelle pour minimiser la publicité négative. Marcus se pencha en avant, avide. Richard, cet accord nous propulse dans la stratosphère. Nous serons intouchables. Richard ferma le dossier et le repoussa sur la table. Le silence s'étira jusqu'à devenir inconfortable. Non. Marcus cligna des yeux. Pardon ? J'ai dit non. Nous ne procédons pas à cette acquisition. La salle de conférence éclata en murmures confus. Le directeur financier, Marcus Webb, fixa Richard comme s'il venait d'annoncer son intention de donner l'entreprise. Richard, tu ne peux pas être sérieux. C'est une opportunité d'1 milliard de dollars. Détruire les moyens de subsistance de 45 000 personnes pour un profit dont nous n'avons pas vraiment besoin. Richard se leva, sa décision se cristallisant à chaque mot. Trouvez-moi des accords qui créent des emplois, pas qui en éliminent. Trouvez-moi des opportunités qui construisent des communautés au lieu de les détruire. Mais bon sang, qu'est-ce qui t'a pris ? La façade professionnelle de Marcus se fissura. Depuis que tu passes du temps avec cette enseignante et ses enfants, tu prends des décisions avec ton cœur au lieu de ta tête. La salle devint silencieuse. Richard sentit tous les yeux sur lui, attendant de voir comment il répondrait à une telle remise en question directe de son jugement. Ma vie personnelle n'est pas à débattre, dit Richard d'un ton égal. Mes décisions commerciales se justifient d'elles-mêmes. Des décisions commerciales ? Marcus rit durement. Tu laisses tes émotions obscurcir un accord à 9 chiffres. Le conseil ne tolérera pas ce genre d'instabilité. Le mot flotta dans l'air comme une menace. Richard le reconnut pour ce qu'il était, Marcus se positionnant comme la voix de la raison contre un PDG qui avait perdu son tranchant. La réunion est levée, dit calmement Richard. Nous nous réunirons à nouveau quand j'aurai des alternatives qui ne nécessitent pas de détruire des vies pour le profit. Alors que les cadres sortaient en chuchotant entre eux, Richard resta assis, fixant la ville en contrebas.
Quelque part là-dehors, Sarah enseignait aux enfants à aimer la musique, et des jumelles apprenaient que la gentillesse comptait plus que le pouvoir. Peut-être que Marcus avait raison. Peut-être qu'il perdait son instinct des affaires. Mais pour la première fois de sa vie, Richard Morgan se fichait d'être impitoyable. Il se souciait d'être humain. Richard se retrouva à vivre dans des univers parallèles. Le jour, il naviguait dans les salles de conseil et les décisions à $1 milliard, sa réputation d'efficacité impitoyable désormais remise en question après le rejet de l'affaire Brennan. Le soir, il était assis à la table de la cuisine de Sarah, aidant des enfants de 7 ans avec leur table de multiplication. « Monsieur Richard, vous faites mal », gloussa Olivia en montrant sa tentative d'expliquer la division longue. « Madame Peterson nous a appris une autre méthode. »« Montre-moi », dit Richard, sincèrement intéressé. Quand avait-il admis pour la dernière fois qu'il ne savait pas quelque chose? Sarah observait depuis la cuisinière, remuant la sauce spaghetti et souriant de son interaction patiente avec les filles. « Le dîner est presque prêt. J'espère que ça ne vous dérange pas si ce n'est rien d'extraordinaire. »« Je peux aider ?» demanda Richard en se levant de la séance de devoirs. Les sourcils de Sarah se haussèrent. « Vous cuisinez ? » Non, mais j'aimerais apprendre. » Ce qui suivit fut un désastre aux proportions épiques. Richard, qui pouvait négocier des fusions complexes sans sourciller, faillit brûler de l'eau. Il mit du sel au lieu de sucre sur le pain à l'ail, confondit les cuillères à mesurer et réussit d'une manière ou d'une autre à éclabousser de sauce toutes les surfaces de la cuisine. « Peut-être qu'on devrait commander une pizza », suggéra diplomatiquement Sarah après la 3e tentative de Richard de faire une vinaigrette. « Je n'abandonne pas », dit Richard obstinément, les manches retroussées et de la sauce tomate dans les cheveux. Catherine disait toujours que j'étais trop fier pour demander de l'aide pour des choses simples. La machine à laver choisit ce moment pour tomber en panne, inondant la petite buanderie. Au lieu d'appeler un réparateur, Richard insista pour la réparer lui-même, s'attirant des ampoules sur ses mains manucurées et une nouvelle appréciation pour le travail manuel. « Vous savez, vous pourriez simplement m'en acheter une nouvelle, » dit Sarah en le regardant se battre avec le tuyau de vidange tenace de la machine. « Où serait l'accomplissement là-dedans » grogna Richard, desserrant enfin la connexion. D'ailleurs, celle-ci a juste besoin d'attention. Pendant ce temps, les rumeurs circulaient dans le quartier financier de Chicago. Richard Morgan perdait son mordant. L'affaire Brennan n'était que le début. Il avait refusé 3 autres acquisitions lucratives, invoquant des préoccupations éthiques. Les investisseurs devenaient nerveux. Les cours des actions fluctuaient. Marcus Webb tenait des réunions privées avec les membres du conseil. Son message était clair, leur PDG était compromis. Il passe plus de temps à jouer à la dinette avec une enseignante qu'à diriger cette entreprise, confia Marcus à la directrice Patricia Hay. Nous devons envisager nos options avant qu'ils ne détruisent tout ce que nous avons construit. Richard restait inconscient des manœuvres de l'entreprise. Pour la première fois depuis des décennies, il avait hâte de quitter le bureau. Chez Sarah, le succès ne se mesurait pas en bénéfices trimestriels, mais en devoirs terminés, en histoires lues et en rires partagés autour de repas imparfaits. « Monsieur Richard » demanda Zoé un soir alors qu'il les bordait, « allez-vous être notre nouveau papa ?» La question innocente glaça Richard. Il regarda Sarah, qui s'était immobilisée dans l'embrasure de la porte. Cette nuit-là, en rentrant dans son manoir vide, Richard réalisa que quelque part entre l'aide aux devoirs et l'apprentissage de la cuisine, son cœur avait commencé à guérir. Mais la guérison signifiait la vulnérabilité, et la vulnérabilité dans son monde pouvait être mortelle. 3 semaines après la question innocente de Zoé sur le fait de devenir leur nouveau papa, Richard prit une décision qui allait remodeler tout son héritage. « Je veux créer une fondation », annonça-t-il à son équipe juridique stupéfaite. La Fondation Catherine. Axée sur le soutien aux familles monoparentales, bourses d'études, aide au logement, programme de garde d'enfants et initiatives d'éducation musicale. Son conseiller principal, David Kim, leva les yeux de ses notes. « Quelle est la dotation initiale que vous envisagez ? » 200 millions pour commencer. Plus si nécessaire. La pièce devint silencieuse. Même pour Richard Morgan, 200 millions était une somme sérieuse. Le genre d'engagement qui ferait la une des journaux et soulèverait des questions sur ses motivations. En un mois, la Fondation Catherine était opérationnelle. Richard avait acheté un entrepôt reconverti à Lincoln Park, le transformant en un centre communautaire avec des salles de musique, des espaces de tutorat et des garderies. Le premier programme lancé fut Harmonie pour les familles,
des cours de musique gratuits pour les enfants de familles monoparentales. Je veux que vous dirigiez les programmes éducatifs, dit Richard à Sarah autour d'un café dans le nouveau bureau de sa fondation. Vous comprenez ce dont ces familles ont besoin mieux que quiconque. Sarah posa sa tasse avec précaution. Richard, je suis flatté, mais je ne suis pas qualifié pour diriger un programme de fondation majeur. Vous êtes plus qualifié que n'importe qui avec un MBA et sans cœur, répondit Richard. Vous avez vécu cette vie. Vous savez ce qui fait la différence entre survivre et s'épanouir. L'attention des médias fut rapide. Le Chicago Tribune publia un article en première page, le changement de cœur à 200 millions de dollars d'un magnate de la technologie. La spéculation fut immédiate et pointue. Le changement radical de Richard Morgan, de raideur d'entreprise à philanthrope, coïncidait étrangement avec son amitié avec une jeune et séduisante enseignante et ses filles jumelles. Les chroniques mondaines étaient moins subtiles. Des photos de Richard à des concerts scolaires et à des pique-niques familiaux apparurent aux côtés de spéculations haletantes sur sa romance mystérieuse et sur la question de savoir si le deuil avait finalement adouci le célèbre homme d'affaires impitoyable. Mais le vrai choc vint lors de la réunion du conseil suivante. « Je me retire des opérations quotidiennes », annonça Richard à ses directeurs stupéfaits. Janet Chen prendra la relève en tant que PDG, avec effet immédiat. Le visage de Marcus Webb devint blanc. « Richard, tu ne peux pas être sérieux. Janet est avec nous depuis moins de 5 ans. Elle est brillante, éthique et a une vision qui va au-delà des profits trimestriels, répondit calmement Richard. Tout ce dont cette entreprise a besoin pour son avenir. Janet Chen, une diplômée de Stanford qui avait impressionné Richard avec ses approches innovantes des technologies durables, parut aussi surprise que tout le monde. « Monsieur, je suis honoré, mais vous aurez tout mon soutien pendant la transition, » poursuivit Richard. « Je resterai président du conseil, mais ma priorité sera la fondation et la surveillance stratégique, pas la gestion opérationnelle. » Patricia, membre du conseil, se pencha en avant. « Richard, c'est incroyablement soudain. Peut-être devrions-nous prendre le temps de réfléchir. La décision est finale. » La voix de Richard portait l'autorité tranquille qui avait bâti son empire, mais en dessous, il y avait quelque chose de nouveau, la paix avec son choix. Morgan Technologies prospérera sous la direction de Janet. Et je ferai enfin un travail dont Catherine aurait été fière. Après la réunion, Marcus accula Richard dans le couloir. « C'est de la folie, Richard. Tu détruis tout ce que nous avons construit pour une fantaisie de bonheur domestique avec une femme qui t'utilise pour ton argent. » Richard se tourna lentement, son expression mortellement calme. « Fais attention, Marcus. Sarah Wilson vaut plus que toute cette entreprise. Et si jamais tu suggères le contraire à nouveau, tu n'auras plus de travail pour te plaindre. » Ce soir-là, Richard était assis dans le salon de Sarah, la regardant aider les jumelles avec leur pratique du piano. La simple scène domestique le remplissait d'un contentement qu'il n'avait jamais trouvé dans les victoires d'entreprise. Son téléphone vibrait de messages urgents d'investisseurs, de journalistes et de membres du conseil nerveux. Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, Richard Morgan les ignora tous. Il avait enfin trouvé quelque chose de plus important que d'être important. Marcus Webb planifiait son coup depuis des semaines, observant la transformation de Richard avec un dégoût croissant. L'homme qui avait été un prédateur d'entreprise lisait maintenant des histoires pour s'endormir et assistait à des pièces de théâtre scolaires. C'était une honte pour tout ce que Morgan Technologies représentait. « Messieurs », s'adressa Marcus à la réunion privée dans son bureau penthouse. « Nous avons une responsabilité fiduciaire envers nos actionnaires. Richard Morgan n'est plus mentalement apte à diriger cette entreprise. » Les 5 membres du conseil présents s'agitèrent inconfortablement. Patricia prit la parole la première. « Marcus, ce sont des accusations graves. Le travail philanthropique de Richard ne constitue guère. » « Ce n'est pas seulement de la philanthropie, » interrompit Marcus en faisant glisser des dossiers Manille sur sa table en acajou. « J'ai fait compiler ce rapport par notre enquêteur. Richard présente des symptômes classiques de troubles du deuil compliqués, entraînant un jugement altéré et des prises de décision potentiellement dangereuses. » Le membre du conseil Thomas Crawford parcourut le profil psychologique que Marcus avait commandé. « Cela semble indiscret. Protéger une entreprise de 14 milliards de dollars d'un PDG instable n'est pas indiscret. C'est essentiel, répondit froidement Marcus. Regardez les faits. Il a rejeté 3 acquisitions majeures d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars de bénéfices combinés.
Il a donné 200 millions à un projet de vanité et il a confié le contrôle opérationnel à Janet Chen sur la base de quoi? Son sourire? Le lendemain matin, la presse financière de Chicago explosa avec des informations divulguées. Le Wall Street Journal publia un article dévastateur, la crise de santé mentale du PDG de Morgan Technology menace la stabilité de l'entreprise. Des sources anonymes détaillaient le comportement erratique et l'instabilité émotionnelle de Richard après la mort de sa femme. Mais Marcus n'avait pas terminé. L'après-midi, les sites de potins reprirent un angle plus salace, la crise de la quarantaine d'un milliardaire, la relation inappropriée d'un magnate de la technologie avec une jeune enseignante soulève des questions. Les articles dépeignaient Sarah comme une croqueuse de diamants manipulant un veuf en deuil, avec des photos soigneusement recadrées qui faisaient paraître des moments familiaux innocents suspects. Les jumelles étaient décrites comme des outils dans le plan calculé de leur mère pour attraper un milliardaire. À l'école primaire Lincoln, l'impact fut immédiat et cruel. « Ma maman dit que ta maman est une mauvaise femme qui trompe les hommes riches », annonça bruyamment Jessica Martinez pendant la récréation, tandis que d'autres enfants se rassemblaient pour écouter. Le visage d'Olivia se décomposa. « Ce n'est pas vrai. Maman est gentille. »« Alors pourquoi sort-elle avec ce vieil homme pour son argent ?» railla un autre enfant. Zoé se plaça protectrice devant sa sœur. « Monsieur Richard n'est pas vieux. C'est notre ami. Il vous utilise pour atteindre votre mère, » continua Jessica, enhardie par la foule. « Mon père dit que c'est dégoûtant. » Les jumelles rentrèrent à la maison en larmes, incapables de comprendre pourquoi leurs camarades de classe étaient soudainement cruels à propos de l'homme qui avait apporté tant de joie dans leur vie. Sarah trouva Richard dans le bureau de sa fondation ce soir-là, fixant les derniers titres de journaux étalés sur son bureau. « Les filles ont été harcelées aujourd'hui, » dit-elle calmement en s'installant dans le fauteuil en face de lui. « À notre sujet. À ton sujet. » La mâchoire de Richard se crispa. « Sarah, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu. Je sais. » Elle resta silencieuse un long moment. « Richard, peut-être devrions-nous prendre un peu de recul jusqu'à ce que ça se calme. Tu veux que je reste à l'écart ?» La douleur dans sa voix était indéniable. « Je veux protéger mes filles. Elles ne comprennent pas pourquoi les gens disent des choses cruelles sur leur ami. » La voix de Sarah se brisa légèrement. « Je ne peux pas les regarder souffrir à cause de notre amitié. » Richard sentit son monde basculer. Juste au moment où il avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de vivre, les vautours tournaient, prêts à tout détruire. « Le conseil se réunit demain, » dit-il calmement. « Marcus essaie de me faire déclarer mentalement inapte. » Sarah tendit la main sur le bureau, prenant la sienne. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Richard regarda leurs mains jointes, pensant à tout ce qu'il risquait de perdre, son entreprise, son héritage, et maintenant peut-être la famille qu'il avait ramenée à la vie. « Je me battrai, » dit-il simplement. « Mais Sarah, je ne sacrifierai pas ta paix pour ma fierté. Si rester à l'écart est ce qu'il y a de mieux pour Olivia et Zoé. N'ose même pas renoncer à nous, » l'interrompit-elle avec force. « Pas maintenant que nous avons tous enfin trouvé quelque chose de vrai. » La salle de conseil de Morgan Technology n'avait jamais autant ressemblé à un champ de bataille. 12 directeurs étaient assis autour de la table polie, tandis que Marcus Webb présentait son dossier comme un procureur cherchant une condamnation. Richard Morgan est émotionnellement compromis, déclara Marcus, son PowerPoint affichant des évaluations psychologiques et des projections financières. Ces décisions sont motivées par une instabilité induite par le deuil, et non par un jugement commercial sain. Richard resta assis tranquillement pendant la présentation, son expression calme et illisible. Quand Marcus eut terminé, le silence s'étira inconfortablement. « Avez-vous terminé, Marcus ?» demanda simplement Richard. « Les preuves parlent d'elles-mêmes. Vous êtes inapte à diriger cette entreprise. » Richard se leva lentement, activant l'écran mural avec sa télécommande. « Alors, laissez-moi présenter quelques preuves à mon tour. » L'écran se remplit de dossiers financiers détaillés, de mails et de conversations téléphoniques enregistrées. Depuis 6 mois, Marcus a systématiquement divulgué des informations confidentielles à des concurrents, en particulier sur nos investissements en R&D dans les énergies renouvelables. La salle de conseil éclata en murmures choqués. Le visage de Marcus devint cendré. De plus, continua calmement Richard, il se positionnait pour une prise de contrôle hostile, utilisant la manipulation psychologique pour saper la confiance du conseil en mon leadership. L'écran montrait les emails privés de Marcus discutant des plans pour déstabiliser le régime actuel.
Patricia et étudia les documents avec une alarme croissante. Marcus, est-ce vrai? C'est une tentative désespérée de détourner l'attention de sa dépression nerveuse évidente, protesta Marcus, mais sa voix manquait de conviction. Richard sourit tristement. Vous savez quelle est la vraie tragédie, Marcus? Il y a 6 mois, je vous aurais détruit. Légalement, financièrement, personnellement. J'avais les ressources et la cruauté nécessaires pour vous faire disparaître du monde des affaires. Il passa à la diapositive suivante, montrant un plan de transition détaillé qui était tout sauf le travail d'un esprit instable. Au lieu de cela, je vous offre un choix, démissionnez tranquillement avec une généreuse indemnité de départ, ou faites face à une enquête fédérale pour espionnage industriel et manquement à l'obligation fiduciaire. La précision et la pensée stratégique affichées dans la présentation de Richard étaient dévastatrices de clarté. Ce n'était pas le travail d'un homme accablé de chagrin prenant des décisions émotionnelles. C'était la réponse calculée de quelqu'un qui avait appris à équilibrer la force et la compassion. La Fondation Catherine n'est pas un projet de vanité, poursuivit Richard, sa voix se raffermissant. C'est un investissement à long terme dans la stabilité communautaire, ce qui crée des marchés durables pour nos produits. Ma relation avec Sarah Wilson et ses filles m'a appris quelque chose de crucial. Les entreprises réussissent quand elles servent les communautés, pas quand elles les exploitent. Le membre du conseil Thomas Crawford se pencha en avant. Richard, ce plan de transition est remarquable. Pourquoi ne l'avez-vous pas présenté plus tôt? Parce que je voulais voir qui se tiendrait avec intégrité et qui choisirait l'intérêt personnel. Le regard de Richard balaya la pièce. Aujourd'hui m'a montré exactement qui a sa place à cette table. Marcus rassembla ses papiers avec des mains tremblantes. Ce n'est pas fini, Richard. Si, ça l'est, répondit calmement Richard. Et Marcus, vous devriez remercier Sarah Wilson. C'est grâce à elle que j'ai choisi la clémence plutôt que la destruction. 3 semaines après la confrontation en salle de conseil, Richard retrouva la paix dans sa vie. L'attention des médias s'estompa, Marcus avait discrètement démissionné, plus important encore, les jumelles étaient redevenues joyeuses à l'école, fières de raconter à qui voulait l'entendre les histoires de leur ami Monsieur Richard. Un dimanche après-midi tranquille, Richard fit une suggestion inhabituelle. « Voudriez-vous que nous allions au cimetière ensemble » demanda-t-il à Sarah alors qu'ils étaient assis sur son porche, regardant les filles chasser les papillons dans le petit jardin devant. Sarah comprit immédiatement. Ils avaient souvent parlé de leurs conjoints, mais toujours séparément, toujours au passé. Il était peut-être temps de présenter leurs anciens amours à leur nouveau commencement. Au cimetière de Graceland, ils marchèrent ensemble entre les pierres tombales usées, chacun portant des fleurs. Les jumelles sautillaient devant, puis s'arrêtèrent respectueusement en arrivant aux tombes familières. Richard s'agenouilla près de la pierre de marbre de Catherine, sa voix douce mais claire. « Bonjour, mon cœur. Je veux te présenter quelqu'un de spécial. » Il jeta un coup d'œil à Sarah, qui plaçait des roses sur la tombe voisine de David. « Elle s'appelle Sarah, et elle a 2 petites filles qui me rappellent toi. Elle voit la beauté dans les choses brisées. » Sarah, ayant terminé sa propre conversation silencieuse avec David, rejoignit Richard près de la tombe de Catherine. « Elle t'aurait adoré, dit Richard en prenant la main de Sarah. « Et David t'aurait approuvé, répondit Sarah. Il disait toujours qu'un homme bon rend tout le monde autour de lui meilleur. » Olivia et Zoé s'approchèrent doucement, ayant été briefés pour ce moment. « Monsieur Richard, » murmura Olivia, « voulez-vous poser la question spéciale à maman maintenant ?» Richard sourit, sortant une petite boîte de velours de sa poche. À l'intérieur, il n'y avait pas une bague en diamant, mais un délicat pendentif en argent sur une fine chaîne, un petit cœur gravé de notes de musique. « C'était à Catherine, » dit Richard, la voix étranglée par l'émotion. Elle disait toujours qu'il devrait aller à la prochaine grande histoire d'amour. Il regarda dans les yeux de Sarah. « Sarah Wilson, vous et vos filles m'avez ramené à la vie alors que je pensais en avoir fini. Voulez-vous m'épouser ?» Les larmes de Sarah coulèrent librement alors qu'elle hochait la tête, incapable de parler. « On a aidé, » annonça fièrement Zoé. « On a choisi les fleurs et tout. Et on a demandé à Mamie Rose et à Catherine si c'était d'accord, » ajouta sérieusement Olivia. « Dans nos prières. On pense qu'elles ont dit oui. » Alors que Richard attachait le pendentif autour du cou de Sarah, il sentit la présence de Catherine comme une douce brise, non pas pour dire au revoir, mais pour donner sa bénédiction à l'amour qui honorait sa mémoire en embrassant à nouveau la vie. Debout à cet endroit où le deuil avait failli le détruire, entouré par la famille qui l'avait sauvé,
Richard Morgan comprit enfin ce que Catherine avait essayé de lui apprendre toutes ces années auparavant. L'amour se multiplie lorsqu'il est partagé. Il ne diminue pas le passé, il enrichit l'avenir. Les jumelles les serrèrent tous les deux dans leurs bras, bavardant avec enthousiasme sur les plans de mariage et se demandant si elles pouvaient avoir deux papas maintenant, un qui les regarde depuis le ciel et un ici pour lire des histoires avant de dormir. Le jardin communautaire derrière l'école primaire Lincoln avait été transformé en quelque chose de magique. Ce qui avait commencé comme la suggestion de Sarah pour une cérémonie simple s'était épanoui en une célébration qui capturait parfaitement leur monde mélangé. Des chaises blanches formaient un demi-cercle autour du petit kiosque que la fondation de Richard avait construit pour l'école. Des tournesols et des fleurs sauvages, le choix des jumelles, décoraient chaque surface, leurs visages lumineux tournés vers le soleil de fin d'après-midi comme la propre congrégation de la nature. La liste des invités racontait l'histoire de la transformation de Richard. Janet Chen, dirigeant maintenant avec confiance Morgan Technology, était assise à côté de Patricia et d'autres membres du conseil. Mais autour d'eux se trouvaient les collègues enseignants de Sarah, des familles des programmes de la fondation et des dizaines d'enfants qui connaissaient Richard non pas comme un milliardaire, mais comme l'homme qui aidait aux devoirs et assistait à chaque concert scolaire. Nerveux, demanda David Kim, l'avocat de Richard et maintenant son témoin, alors qu'il se tenait près du kiosque. Terrifié, admit Richard en ajustant son simple costume bleu marine, pas un costume à $1000 aujourd'hui. Mais pas d'épouser Sarah. De mériter autant de bonheur. La musique commença, pas des cloches de mariage ou des morceaux classiques, mais les élèves de Sarah de l'école primaire Lincoln jouaient Here Comes the Sun à la flûte à bec et au violon. C'était parfaitement imparfait, comme tout ce que Richard avait appris à aimer dans sa nouvelle vie. Olivia et Zoé apparurent les premières, portant des robes jaunes assorties et des paniers de pétales de rose. Elles prirent leur rôle de demoiselles d'honneur au sérieux, créant des motifs élaborés en dispersant leurs fleurs avec une précision artistique. Puis Sarah apparut, et le souffle de Richard se coupa. Elle portait la simple robe de mariée de sa grand-mère, retouchée pour lui aller parfaitement, avec le pendentif de Catherine brillant à son cou. Dans ses mains, elle tenait deux bouquets, un de roses blanches pour elle-même, et un plus petit de roses roses qu'elle déposerait plus tard sur la tombe de Catherine. La cérémonie fut officiée par le père Michael de l'église catholique locale, qui connaissait Sarah depuis son enfance. Ses mots étaient simples mais profonds, parlant d'un amour qui honore le passé tout en embrassant l'avenir. « Richard, dit le père Michael, prenez-vous Sarah pour épouse, promettant d'aimer ses filles comme les vôtres et d'honorer la mémoire de Catherine en construisant une famille remplie de joie et de sens. »« Oui, je le veux, dit Richard, sa voix stable et sûre. »« Sarah, prenez-vous Richard pour époux, lui confiant votre cœur et l'avenir de vos filles, et honorant la mémoire de David en choisissant l'amour plutôt que la peur ?»« Oui, je le veux, murmura Sarah, des larmes coulant sur ses joues. Quand ils furent déclarés mari et femme, la foule éclata en acclamations. Mais le moment dont on se souviendrait pour toujours vint ensuite. Olivia attrapa le microphone du père Michael avec la confiance que seule une enfant de 7 ans possède. « Excusez-moi tout le monde, annonça-t-elle à haute voix. Zoé et moi voulons dire quelque chose d'important. » Zoé se précipita pour rejoindre sa sœur, les deux filles rayonnantes devant la foule assemblée. « Nous avons deux papas maintenant, déclara fièrement Olivia. Papa David est au ciel et veille sur nous, et papa Richard est là pour s'occuper de nous tous les jours. Ça veut dire qu'on est doublement aimé, ajouta Zoé, faisant que la moitié de la foule cherche des mouchoirs. La réception qui suivit ne ressemblait à aucun mariage auquel Richard avait jamais assisté. Les enfants couraient entre les tables tandis que les adultes partageaient des histoires et des rires. Richard se retrouva en conversation animée avec Madame Patterson, l'enseignante de 2e année des jumelles, sur l'importance du financement des arts dans l'enseignement primaire. « Tu sais, dit Sarah en glissant sa main dans la sienne alors qu'ils regardaient le chaos contrôlé autour d'eux, Catherine aurait adoré ça. Elle aurait volé ton appareil photo et passé tout son temps à prendre des photos, acquiesça Richard, se souvenant de l'habitude de sa femme de documenter chaque moment important. Et David aurait organisé un match de football impromptu sur le parking, rit Sarah. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Richard se tenait avec sa nouvelle famille, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose. Les jumelles s'étaient enfin épuisées et dormaient sur des chaises, portant toujours leur robe de demoiselle d'honneur. « Et maintenant, Monsieur Morgan ?» demanda Sarah, utilisant son nom formel pour le taquiner. « Maintenant, nous rentrons à la maison, dit simplement Richard. Tous ensemble.
Pour la première fois en 2 ans, le mot maison signifiait plus qu'une simple adresse. Il signifiait un endroit où l'amour vivait, où les rires résonnaient dans les couloirs et où les cœurs brisés apprenaient à battre à nouveau. 1 an plus tard, la famille Morgan s'était installée dans des rythmes qui auraient semblé impossibles à Richard seulement 3 ans plus tôt. Les samedis matins signifiaient des crêpes qu'il avait enfin appris à faire sans les brûler, suivis de la pratique du piano où ses tentatives maladroites de duo avec les jumelles remplissaient leur maison de rire et de musique. La maison de l'Akessor Drive avait été transformée. La photographie de Catherine ornait toujours les murs, mais maintenant elle partageait l'espace avec les œuvres d'art de Sarah et les projets scolaires des jumelles. Le piano à queue qui était resté silencieux si longtemps était maintenant le point d'ancrage d'un salon où les séances de devoirs rivalisaient avec des soirées dansantes improvisées. « Tu es prêt ?» demanda Sarah, trouvant Richard dans son bureau où il examinait des propositions de la fondation au lieu de rapports d'entreprise. Aujourd'hui marquait les 2 ans de la mort de Catherine, et ils avaient établi une nouvelle tradition, visiter les 2 tombes ensemble, en famille, honorant l'amour qui les avait menés à ce moment. Au cimetière de Graceland, Olivia et Zoé, âgées de 9 ans, portaient des bouquets qu'elles avaient cueillis dans leur propre jardin, un mélange de fleurs sauvages et des roses bien-aimées de Catherine que Sarah avait appris à cultiver. Elle se déplaçait avec la dignité solennelle d'enfant qui comprenait que certains moments exigeaient de la révérence. « Bonjour Catherine », dit doucement Richard en s'agenouillant près de la pierre de marbre familière. « J'ai amené les filles pour te rencontrer comme il se doit. Elles voulaient te remercier de m'avoir partagé. » Olivia déposa ses fleurs avec soin à côté de la pierre tombale. « On prend bien soin de lui, Catherine. On s'assure qu'il mange des légumes et ne travaille pas trop tard. Et on lui apprend à faire des tresses, » ajouta sérieusement Zoé. « Mais il n'est pas très doué pour ça encore. » Sarah s'agenouilla près de la tombe de David, sa voix chaude d'amour et de gratitude. « Regarde où tu m'as mené, mon chéri. Un homme qui voit nos filles comme des cadeaux, pas des fardeaux. Tu as bien choisi. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans un silence confortable, Richard réfléchit au voyage qui les avait amenés ici. L'homme d'affaires impitoyable qui avait mesuré le succès en cours de bourse et en cible d'acquisition était parti. Remplacé par un homme qui comprenait que la vraie richesse ne pouvait pas être comptée en chiffres. La Fondation Catherine servait maintenant plus de 3000 familles à travers le Midwest. Morgan Technology, sous la direction de Janet Chen, était devenue un modèle de pratiques commerciales éthiques tout en maintenant sa rentabilité. Mais la plus grande réussite de Richard ne se mesurait pas en dollars ou en couverture médiatique. C'était le rire qui résonnait dans sa maison chaque soir. « Papa Richard !» Olivia tira sur sa manche, utilisant le nom qui faisait encore vibrer son cœur chaque fois qu'il l'entendait. « Regarde là-bas. » De l'autre côté du cimetière, un homme d'une 60aine d'années était assis seul à côté d'une tombe fraîche, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Son costume coûteux et la voiture de luxe sur le parking suggéraient la richesse, mais sa posture parlait d'une perte profonde. « Il vous ressemble », murmura Zoé, se souvenant de la crise de larmes de Richard au même endroit 2 ans plus tôt. Sarah serra la main de Richard. « Qu'en pensez-vous, les filles ?» Les jumelles échangèrent une de leurs conversations silencieuses, puis levèrent les yeux vers leurs parents avec une détermination qui rappela à Richard les histoires de leur grand-mère Rose sur la gentillesse comme étant le cadeau le plus important. « On peut aller lui parler ?» demanda Olivia. « On connaît les mots magiques » ajouta Zoé avec confiance. La gorge de Richard se serra en regardant ses filles s'approcher de l'étranger en deuil avec la même compassion intrépide qu'elle lui avait montrée. Il ne pouvait pas entendre leur conversation, mais il vit le moment où l'homme leva les yeux, vit 2 petites filles offrant du réconfort à quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. « On peut vous faire un câlin ?» La question fut portée par la brise de l'après-midi, et Richard se souvint comment ces 3 mots simples avaient fissuré son cœur gelé et laissé la lumière y revenir. L'homme hocha la tête, et Richard regarda Olivia et Zoé enrouler leurs petits bras autour des épaules d'un étranger, offrant le même cadeau de compassion inconditionnelle qui lui avait sauvé la vie. « Le cercle continue », murmura Sarah, comprenant immédiatement ce dont ils étaient témoins. En retournant à leur voiture, Richard ressentit la profonde satisfaction d'une vie reconstruite sur des fondations plus solides que l'argent ou le pouvoir. Ses filles, car c'est ainsi qu'il pensait à elles maintenant, transmettaient la leçon qu'elles avaient apprise de leur grand-mère Rose et affinée par leur propre expérience, que la guérison commence par une simple connexion humaine. « Tu penses qu'il ira bien ?» demanda Olivia en regardant l'homme qui n'était plus seul avec son chagrin. « Je pense qu'il vient de rencontrer 2 anges très spéciaux, » répondit Richard, se souvenant de son propre sauvetage.
Et parfois, c'est exactement ce dont les cœurs brisés ont besoin pour recommencer à battre. En rentrant à travers les rues de Chicago, Richard Morgan comprit le succès ne se mesurait pas à ce que l'on accumulait, mais à ce que l'on donnait. L'amour ne diminuait pas lorsqu'il était partagé, il se multipliait, créant des ondes qui touchaient des vies que l'on ne connaîtrait peut-être jamais. Dans le rétroviseur, ils pouvaient voir le cimetière devenir plus petit, mais l'amour qu'ils y avaient honoré continuerait de grandir, porté par deux petites filles qui savaient que 3 mots simples pouvaient tout changer. On peut vous faire un câlin. Parfois, le salut venait des plus petits êtres au plus grand cœur.